Bonjour messieurs, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Je vais vous présenter, donc j'accueille d'une part monsieur Christian Cotten, qui est psychosociologue, et d'autre part Laurent Chrétien-Marquet, qui est ingénieur et dissident extrêmement engagé dans les causes qui nous préoccupent actuellement et dans la résolution des problèmes à venir. Exactement. Monsieur Cotten, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous résumer votre parcours riche? Je sais que ça va être difficile, mais on va y arriver. Cotten en breton, ça veut dire le vieux. Je n'ai que 70 ans et donc j'ai encore 30 ans de travail devant moi. J'ai, oui, un parcours assez riche de consultants, formateurs, intervenants pour un certain nombre de grandes entreprises et pour un certain nombre de ministères français, jusqu'au jour où je me suis fâché avec un certain ministère bien précis que j'appelle Bercy, pour faire simple. Et depuis cette époque-là, je me suis quelque peu retourné contre l'État français, dont j'ai découvert un peu trop de poubelles, on va dire, et donc je me suis spécialisé depuis fin des années 90, je me suis spécialisé dans ce que j'ai appelé le recadrage pédagogique du personnel de direction des institutions de la République française. Après avoir enseigné la PNL pendant une bonne quinzaine d'années. PNL, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, neurolinguistique, c'est une école psychologique parmi beaucoup d'autres. Ça permet de programmer les cerveaux? Oh, on va pas se lancer sur ce sujet-là parce que on va pas s'en sortir. Bien entendu que les outils psychologiques peuvent servir à soigner, parfois à guérir, et puis à tuer. Ce sont exactement les mêmes outils, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et une fois que l'on connaît les outils en question, on peut manipuler dans tous les sens. On peut manipuler pour aider quelqu'un à aller beaucoup mieux dans ses chaussures et à se sortir de différents problèmes psychologiques divers et variés. Et puis on peut aussi utiliser les mêmes outils pour rendre fou. Ça fonctionne très bien. Moi, partie de mon métier, c'est, comme je le présente comme ça parfois sur Facebook, créateur de rupture. J'adore faire cela, c'est-à-dire j'adore créer des schémas de rupture pour permettre d'avancer dans une direction ou dans une autre. Et aujourd'hui, oui, je travaille beaucoup dans une perspective très politique quelque part. Je considère que nous sommes arrivés à la fin d'un monde et que nous sommes dans une absolue nécessité de créer précisément un grand schéma de rupture, en particulier dans le champ politique franco-français. On va rester dans le franco-français pour l'instant, même si on sera certainement amené avec Laurent Chrétien à élargir le débat. On est arrivé aujourd'hui là dans une période particulièrement intéressante pour moi et particulièrement excitante, qui me rend extrêmement optimiste quant au futur, à proportion de l'état de chaos particulièrement grave et lourd dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes au fond du puits, et précisément parce que nous sommes au fond du puits, cela va nous permettre à un moment ou à un autre, de remonter très haut. Maintenant. Beaucoup plus haut que par le passé encore. Donc, je suis très optimiste aujourd'hui, tout en étant en même temps très conscient que nous sommes dans une merde noire radicale et absolue. Tous les jours, il y a des gens qui meurent des conséquences des poisons vendus et injectés de force dans les bras de beaucoup de monde, les soignants, les pompiers, les militaires et les vieux. Grâce au ciel, j'échappe à ce genre de pression parce que voilà, je ne suis pas encore en EHPAD et je n'ai pas l'intention d'y aller. Tous les jours, des gens meurent, des gens souffrent. On parlait tout à l'heure des femmes qui n'ont plus de règles. Une de mes amies me parlait de ça pas plus tard qu'hier après-midi. Vous connaissez depuis des décennies la question des vaccins. Mon Dieu, oui. J'ai commencé à m'intéresser sérieusement à ce sujet-là au moment du vaccin contre l'hépatite B.
Bon, à l'époque, j'avais ma société de formation et de conseil. Des médecins sont venus me voir, qui me connaissaient pour avoir parfois, pour certains d'entre eux, suivi des séminaires chez moi. Des médecins sont venus me voir en me disant on a un petit souci avec le vaccin hépatite B. Pasteur est en train de monter une opération, Sanofi et compagnie sont en train de monter une opération marketing complètement mensongère et pourrie. Est-ce que tu veux bien nous aider? Et donc j'ai animé pendant plusieurs semaines, quelques mois, un groupe avec les responsables de la Ligue pour la liberté des vaccinations, Jean-Pierre Redier, Jean-Marie Morat à l'époque, avec Sylvie Simon, journaliste qui est aujourd'hui décédé, qui a beaucoup travaillé sur le sujet de la vaccination, avec mon ami Marc Vercouter, qui lui aussi est décédé aujourd'hui, avec d'autres amis médecins, Marc Vercouter, je disais à l'instant, mais aussi Bruno Donatini, Éric Ménard. Une avocate, Sabine Pogam, qui était une avocate du sang contaminé, qui nous a aidé à monter une plainte contre les membres du cabinet de Kouchner à l'époque. Et puis du coup, ces braves gens ont pris un peu peur, parce que les hauts fonctionnaires n'aiment pas trop être ciblés par des plaintes pénales. Et du coup, Kouchner, en septembre 96, la date serait à vérifier, a arrêté les campagnes de vaccination dans les collèges contre l'hépatite B. C'était une assez belle opération, celle-ci. Et puis j'ai remis le couvert après avec Bachelot. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé parce que on a réussi à passer le message dans le monde musulman que le vaccin contre la grippe H1N1 était un vaccin à base de porc. Alors, on a un peu abusé sur ce coup-là, parce que vous êtes légèrement tiré par les cheveux, mais quand même, il y avait un lien entre la grippe porcine, le vaccin contre l'hépatite B, donc tous les musulmans ont été persuadés qu'il y avait du porc dans le vaccin contre l'hépatite B, contre la grippe H1N1. J'ai fait à l'époque une vidéo qui m'avait beaucoup amusé aussi, qui était qui portait comme titre Roselyne Bachelot, tu mens. Vidéo qui a eu un bon succès, que je ne sais plus quelle chaîne mainstream. Près d'1 million de vues peut-être. Oui, il y a eu pas loin d'1 million de vues à l'époque. Il y a une chaîne mainstream, je crois que c'était M6, qui en a repris un extrait, et donc ça a boosté la vidéo sur Internet. C'était assez drôle. Vous étiez traité de complotiste en 2009? Ah ben je suis pendant diplômé en complotisme. Ah, vous avez une agrégation. De l'université de Sirius. Félicitations. J'ai oublié ça. Bravo. Psychosociologue infréquentable, psychothérapeute fou et complotiste diplômé de l'université de Sirius. Dissident psychiatrisé. Pardon? Vous êtes un dissident psychiatrisé. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Bah oui, complotiste aujourd'hui pour moi c'est en état de bonne santé mentale. Enfin, d'accord? Bon, c'est un sujet qui mériterait d'être développé parce que du côté des complotistes, on a aussi de temps en temps des tarés graves, bien sûr, qui basculent dans la paranoïa systématique, et ça c'est un peu pénible, et on perd du temps avec ce genre de personnes. Mais être complotiste aujourd'hui, c'est être lucide, tout simplement. Enfin, c'est regarder le dessous de l'iceberg plutôt que simplement rester focalisé sur le dessus et sur ce que l'on veut bien nous raconter. Tout à fait. Donc suite à H1N1, le dossier vaccin, c'est un dossier que vous maîtrisez un peu. Quand 2019-2020 est arrivé et qu'on a commencé à parler du Covid, j'ai évidemment tout de suite compris ce qui était en train de se jouer en me disant « Oula, cette fois-ci, ils ont multiplié les moyens par 100. Le jeu va être beaucoup plus difficile, mais on a planté le vaccin contre l'hépatite B, on a planté le vaccin contre la grippe H1N1, Bachelot et tous les autres. Donc on va planter ce coup-là aussi. Parce que de toute façon, ils sont en train de nous mentir, ils sont en train de monter une opération marketing qui est une opération d'empoisonnement de la population. Mais ça a plutôt bien marché cette fois pour eux. Ça a plutôt bien marché pour eux cette fois. Non, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché parce que quel est le résultat à la fin? Le résultat, c'est une élévation magistrale du niveau de conscience des populations. Et de méfiance.
Et donc pour moi, oui, c'est positif. Leur opération, elle est plantée. Oui, alors bien sûr, ils sont en train de tuer beaucoup de monde. Ah, voilà. Ils sont en train de tuer beaucoup de monde. Par millions, oui. Tués, blessés. La grippe, le Covid. Là-dessus, ils vont nous rajouter l'Ukraine. Là-dessus, ils nous rajoutent Gaza. Parce que de toute façon, l'objectif majeur des mondialistes aujourd'hui, il faut être extrêmement clair là-dessus. Attali en a parlé, Christine de Viéjoncourt, qui a été interviewée il n'y a pas très longtemps par Nexus et par François, le rappelle très tranquillement depuis sa maison du Périgord, où elle raconte un dîner avec Attali à la fin des années 80, je crois, où Attali explique que bah oui, il faut réduire la population de la planète. Et donc on va faire ce qu'il faut. Nous avions fait en 2009, je crois, avec Marc Vercouter, un sketch avec Dieudonné sur la grippe H1N1. On avait fait un sketch qui avait plutôt bien fonctionné, où on s'était bien amusé, et où j'expliquais, je jouais ce jour-là dans le sketch le rôle du représentant de Sanofi Pasteur. Sanofi, bien sûr, oui. et qui était un peu dans le coup du vaccin contre la grippe. Et en jouant ce rôle-là, j'expliquais que d'un point de vue parfaitement rationnel, bah oui, réduire la population de la planète, c'est rationnel. À partir du moment où c'est rationnel, bah on prend des moyens rationnels pour obtenir le résultat que l'on veut obtenir, à savoir réduire la population de la planète, parce que on peut argumenter qu'on est un petit peu trop nombreux, même si les bons spécialistes internationaux, les experts, nous expliquent que la planète pourrait nourrir 12 milliards d'êtres humains. Même 10 fois plus. C'est pas grave, on va considérer que 8 milliards c'est trop. Et 12 milliards de milliardaires, vous croyez que c'est faisable? 12 milliards de milliardaires, non, certainement pas, non. Mais 12 milliards d'êtres humains... Qui vivent correctement, dignement, oui. Oui, c'est faisable. Tout à fait. Bien sûr. Moi, j'irais même 120 milliards. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème pour 120 milliards. Ah, vous êtes un peu marseillais, ouais, bon, là, non? Oui, mais 12 milliards, c'est un débat. Mais en tout cas, enfin, je veux dire, la volonté d'un certain nombre de pseudo-experts rationnels, qui sont en réalité de véritables malades mentaux, on est dans la pathologie lourde, hein, leur volonté de réduire à tout prix la population de la planète. Psychose totale. Ces gens-là méritent juste qu'on les envoie le plus vite possible en prison, point barre, quoi. En hôpital psychiatrique? Bah, on est face à ce que j'appelle des magiciens noirs. Attali est un très bel exemple, c'est un Dark Vador. Il y en a quelques autres comme ça, hein, on va pas tous les citer, on les connaît, Bill Gates & Co. On est face à des mages noirs. Bon, je veux pas tomber dans un discours de diabolisation, satanisme et co, parce que c'est des discours un peu dichotomiques, un peu binaires qui m'agacent prodigieusement. Mais on est face à de grands psychopathes, on est face à de grands criminels qui ont des cerveaux brillantissimes. Attali a un cerveau brillantissime. Moi, j'ai toujours admiré la culture générale et la rapidité intellectuelle d'un type comme Attali. À un moment, je lisais même ses livres et j'admirais beaucoup ce qu'il écrivait jusqu'au jour où j'ai fini par comprendre à qui il avait affaire. Mais en même temps, on est dans des sortes de dérives neurocognitives. Enfin, on est dans un truc qui bascule dans la folie pure, dans le sens où ce sont des gens qui sont tellement imprégnés d'un sentiment de vérité et d'une volonté de pouvoir qu'ils en deviennent mégalomanes. Et de la mégalomanie, bah, on tombe très vite dans la fin justifie les moyens. Sentiment de vérité, volonté de pureté, fantasme de pureté. Eugénisme? Bah oui, on tombe dans l'eugénisme, on tombe dans Malthus et on tombe dans le transhumanisme. Vous avez dit en même temps, comme Emmanuel Macron. Tout se mélange. C'est une expression chère à Emmanuel Macron, en même temps.
Oui, bah oui, en même temps, tout en même temps. On va réduire la population et on va permettre à une caste de multimillionnaires ou multimilliardaires d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour vivre le plus longtemps possible. Voilà. Laurent Alexandre avec l'équipe, voilà. Laurent Alexandre, Harari. Pour vivre 1000 ans. Sur les grands partis. On est dans le fantasme, dans le fantasme de la pureté. On est dans le fantasme de l'immortalité. On est dans le délire mégalomane. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Donc l'hyper-performance. Tout ça, ça va ensemble. C'est une forme. C'est difficile de décrire ça en 3 phrases parce que on est à l'extrémité des possibilités de pathologie, de folie de l'être humain. L'être humain, je dis souvent cela depuis 25 ans, c'est une erreur de laboratoire. Enfin, c'est un truc raté quelque part. En même temps, nous sommes capables de produire Mozart et Notre-Dame, de produire des choses absolument magnifiques et les choses les plus horribles possibles, précisément comme dit l'autre, dans le même temps. Et ça, c'est terrifiant. Et comment est-ce que l'humanité se sort de sa folie, de ces pathologies les plus lourdes qui fabriquent des Hitler ou des Netanyahou, parce que désolé, mais c'est les 2 faces de la même médaille, ces gens-là. Nous sommes la race pure, nous sommes le peuple élu, et nous devons dominer le monde, et nous devons être les maîtres du monde, et donc je vais massacrer tous ceux qui me dérangent, tous ceux qui sont sur mon chemin, tous ceux qui occupent mon sable, qui m'appartient depuis la nuit des temps, parce que je suis le peuple élu, le maître du monde, et la race la plus pure de la planète. Comment est-ce qu'on se débarrasse de ces gens-là? Moi, c'est ma grande question. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, je me débarrasse des gangsters, des bandes criminelles organisées qui occupent, qui utilisent les institutions de la République française. Une fois cette analyse très claire posée, comment vous agissez? Eh ben, comme ça, en mettant en place une liste unique de la résistance aux européennes. C'est-à-dire qu'en agissant réellement dans la continuité de ce qui s'est développé depuis 5 ans de façon concrète. La résistance, elle existe depuis pas mal de temps. Elle a pris de l'ampleur au moment du 11 septembre, du World Trade Center, où effectivement les gens ont été effarés par l'importance de l'événement et qui était manifestement totalement un faux drapeau et une opération qui avait été montée pour des raisons essentiellement, il faut bien comprendre, parce que pour des raisons financières, c'est toujours lié. Il faut bien comprendre que l'origine, je dirais, de toutes les folies, c'est toujours une question financière. Nous sommes dans un système qui est un système qui reste profondément ultralibéral et donc qui fonctionne sans amortisseur, ou pas très peu d'amortisseurs. Et donc le système, par définition, ce système-là, avec un changement véritablement de dimension, c'est comme quand on a inventé le canon en quelque sorte, quand on est passé de la guerre au moment, enfin en gros à partir du XVIe siècle, on est passé de la guerre avec un contact physique à une guerre avec des armes beaucoup plus importantes. Donc il y a une multiplication, une démultiplication considérable, je dirais, des conséquences. Et donc on a la coprésence de 2 mondes, c'est-à-dire d'un monde qui fonctionne avec une certaine violence, mais d'un autre côté avec des moyens 10 fois plus importants. Et donc les catastrophes sont multipliées par 10, par 100, par 1000. Et donc il faut bien comprendre le problème. On a une évolution de l'humanité qui est liée à sa technologie, à l'évolution technologique. Et donc finalement, il y a toujours cette cohabitation entre le progrès technologique d'une part et un mode de défense correspondant à une technologie moins développée. Et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que les crises sont devenues des crises financières. C'est comme pour la population, on était 1 milliard en début du XXe siècle, on est 10 milliards maintenant. Donc en fait,
tout a changé complètement et on a un phénomène explosif et irréversible. Et donc, on a comme ce qui se passe aujourd'hui correspond à une crise économique gigantesque. Aujourd'hui, vous savez que le dollar est en très grand danger. Beaucoup de gens, je dirais, considèrent que c'est terminé pour le dollar. Et on le voit bien avec les BRICS en particulier. Donc tout le monde a peur dans le monde entier parce que la domination du dollar est une affaire close. Et donc, comme les États-Unis ont été là, de très loin la plus grande puissance et que leur outil de puissance c'était le dollar, et ils dominaient 90% de l'économie mondiale avec ce dollar, et que ce dollar, en fait, leur a provoqué un phénomène de paresse. C'est-à-dire que les États-Unis deviennent malheureusement, à cause de cette paresse, à cause du fait que la domination monétaire était telle qu'on pouvait gagner de l'argent simplement en faisant marcher la planche à billets. Et ça, donc, ça correspond à la fin des accords de Bretton Woods. Et à partir de là, en fait, les États-Unis ont choisi finalement d'arrêter de travailler véritablement. Ils ont tous sous-traité complètement, notamment en Asie, principalement en Asie. Et ils ont dit, bah, on a le dollar, donc avec ça on peut vivre, il suffit de faire tourner la planche à billets. Voilà, faire de la fausse monnaie. Et le seul problème, c'est que, en fait, c'est une courbe exponentielle. Et vous savez comment ça fonctionne, une courbe exponentielle. Ça devient gigantesque. Au départ, on fait quelques centaines de millions, ensuite quelques milliards, et après quelques dizaines de milliards. Et là, on arrive, au mois de juin dernier, à une augmentation de la dette fédérale de 3 000 milliards. C'est ça la vraie cause de tout ce qui se passe. Les petits Netanyahu, les petits Gates, etc., ce sont des pions. Ils ne sont là que pour, en fait, essayer de faire la diversion. Ce sont des VRP. Les petits Attali, c'est pareil. Ce sont juste des pions, ils sont manipulés par ceux qui vraiment gèrent les choses et qui gèrent le maintien de l'économie américaine. C'est ça le véritable problème. Donc ils ne se rendent même pas compte. La petite équipe de fanatiques de Netanyahou, les petits Soros, les petits etc., ce sont simplement des gens qui sont là pour servir une politique contre la faillite d'un système. Face à cette situation, vous êtes en train de monter une liste aux européennes. Absolument. On est bien d'accord? Tous les deux. Alors, cette histoire-là, c'est le grand film de Laurent Chrétien. Moi, je n'y crois pas. Bon, je n'y crois pas, mais en même temps, ce genre d'opération, qui sont des opérations de communication, m'amuse beaucoup. Ouais. C'est mon métier de faire de la com, depuis 25 ans. Alors, du coup, je suis assez complice avec Laurent, qui lui, est très déterminé à vouloir absolument monter une liste aux européennes en réunissant un maximum d'acteurs de la résistance. Son projet est très honorable. C'est vrai que je n'y crois pas parce que vous y allez sans y croire. Ah oui, très bien. Je suis capable de faire des choses. C'est peut-être la meilleure manière de réussir. D'aller faire des choses à l'intuition, en étant persuadé que ça ne fonctionnera pas, mais en même temps, il y a toujours des bénéfices secondaires aux choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, on verra bien les bénéfices secondaires de cette opération, dont je sais qu'elle ne fonctionnera pas réellement, mais ça n'a pas d'importance, parce qu'on va s'amuser. Voilà, on va s'amuser, c'est-à-dire qu'on va faire passer des messages. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Je disais tout à l'heure, nous sommes dans un endroit de l'histoire, en France en particulier, mais pas que, qui nécessite un véritable schéma de rupture. Voilà. La France, aujourd'hui, nous en sommes à 16 constitutions depuis 1789, lorsque l'on compte les lois du royaume comme constitution précédente. On en est à 16 constitutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la culture française est très compétente pour fabriquer des constitutions. On est un des pays au monde qui sait le mieux fabriquer du droit, et en particulier fabriquer du droit constitutionnel, et au-delà fabriquer d'ailleurs du droit international. La France est hautement responsable de la fabrication d'une grande partie du droit international, historiquement.
Et donc, nous avons besoin, et c'est évident pour quantité de gens, nous avons impérativement besoin de sortir de la Ve République. Ça fait 25 ans que je parle de la nécessité de l'euthanasie de la Ve République. Et nous y sommes. Et pour moi, c'est vraiment une grande joie de voir que nous allons arriver à la fin de la Ve République. Alors, je prends le relais, je me permets. Oui, vas-y, parce que je vais lire un truc. Oui, après, je te le redonne. Mais la liste européenne, unique européenne, de toute la résistance, je veux dire, pour moi, la résistance, donc, c'est aussi bien un Asselineau, un De Villepin, et un Mélenchon, et un Cheminade, et voilà, c'est ça, c'est toutes les forces de résistance qui se sont opposées à l'action criminelle de la vaccination forcée, et qui sont opposées aujourd'hui au massacre, record battu international de Gaza. On n'a jamais massacré autant de personnes en si peu de temps. Donc c'est un record absolu historique. Donc l'objectif, il est bien de, non pas de s'amuser aux européennes, mais de préparer les législatives et les présidentielles de 2025. Parce que Macron sera destitué en 2025 de façon quasi certaine, parce qu'il a accumulé trop de passifs et trop d'opposition, ne serait-ce que avec la réforme des retraites. Voilà. Vous croyez que ça suffit alors, pour le destituer? Attends, laisse-moi finir une seconde. Oui, vas-y, je t'en prie. Et donc, notre objectif, au travers donc de la préparation des européennes de la liste unique, donc qui démarre avec ce dimanche 17 décembre à la salle Pathé, avec une réunion de résistants, une première réunion plus préparatoire. Ça, le 14 rue de Pathé, de quelle heure à quelle heure? Rue Pathé. Oui. C'est de 20h à 22h, c'est une soirée 20h à 22h. spaghetti bolognaise. Donc c'est une réunion conviviale et qui va se répéter tous les 3e dimanches du mois et qui a pour but de rapprocher de façon conviviale les acteurs de la résistance vers cette liste unique des Européennes qui vont préparer les législatives. Donc ces salles, c'est l'espace Miguel Angel, 14 rue de Pathé. Voilà. Dans le 13e. Absolument. Où nous convions de 20h à 22h. Individualisée, à peu près, avec une autorisation maximum de 200 personnes d'un point de vue légal. Je vais faire un post-scriptum. Vous avez dit que M. Mélenchon s'était opposé à la vaccination et je crois que ce n'est pas vrai. Non, j'ai pas dit ça. Ah. J'ai dit qu'il s'est opposé au bombardement de Gaza. Ah oui, voilà, d'accord. Mais vous l'avez précédemment dit, effectivement, qu'il faisait partie de ceux qui s'étaient opposés. Il est résistant. Je veux dire qu'il a acquis son brevet de résistance à l'occasion de son opposition au bombardement de Gaza, qui aujourd'hui est un drame d'une magnitude, je dirais, jamais vu. On n'a pas l'équivalent, même au moment du Covid, les gens mouraient en douceur, par centaines de milliers, par dizaines de milliers, mais de façon à peine visible, bien colmatée, bien cachée. Alors qu'actuellement, à Gaza, c'est pas du tout, c'est à la face du monde. On a des reportages en direct, je dirais chaque jour, et on sait qu'il y a plus de 50 enfants qui meurent chaque jour sous les bombes, devant nos yeux, à l'heure du repas, voilà, sur toutes les chaînes d'infos, devant nos yeux. Donc, on est monté, on a changé d'un cran. C'est-à-dire que ce sont les mêmes acteurs, que ce soit le Covid, ou que ce soit l'Ukraine, ou que ce soit Gaza. C'est la même chose. Mais on a une telle débauche, orgie de violence à Gaza qui n'a jamais été vue. Et ce qui démontre que nos ennemis, tous ceux qui ont organisé toutes ces saloperies-là, sont complètement à couilla. Simultanément, actuellement, il y a une augmentation vertigineuse de la dette américaine. Et donc un danger majeur, imminent, d'écroulement de l'économie américaine à cause de l'obligation de faire refonctionner la rotative. Donc les deux sont liés. Il faut pas croire, il faut pas se faire d'illusions. Netanyahou et compagnie sont financés, sans même le comprendre, sans même le savoir, mais ils sont financés pour essayer de démarrer une guerre et un conflit mondial. C'est clair. Pourquoi? Parce que quand vous fabriquez de la fausse monnaie, il faut l'écouler, il faut la blanchir. Et comment ils blanchissent? Les Américains blanchissent la fausse monnaie par l'armement. C'est-à-dire qu'il n'y a que la guerre qui permet de blanchir la fausse monnaie. Et donc, ça va en s'accroissant. Et donc, nous allons en France, depuis la France, parce que c'est la France qui a été la plus résistante dans le monde.
et tout le monde a suivi ce qui se passait en France, eh bien, nous allons maintenant, parce qu'il ne faut pas attendre 10 ans, vous voyez à quelle vitesse les choses avancent, parce que ça ne va pas s'arrêter. On est dans une exponentielle de la violence aussi. Eh bien, en France, aujourd'hui, grâce à toute cette résistance qui s'est constituée dans la tradition française, ça fait 1000 ans, 2000 ans qu'on est résistant en France. On avait très bien résisté face aux Romains, il y a plus de 2000 ans. Donc il y a une tradition voilà. Et nous allons donc prendre le pouvoir dans 2 ans. La résistance va prendre le pouvoir pour stopper justement cette exponentielle et gérer l'effondrement, ce qu'on appelle le soft landing de l'Amérique. L'Amérique s'effondre et il faut pas qu'elle s'effondre trop vite. Donc il faut gérer un plan Marshall à l'envers. C'est ce que nous allons faire de façon à financer l'atterrissage en douceur des États-Unis. Monsieur Cotten, pour conclure. Pour conclure, je ne sais pas encore comment on va s'y prendre dans les 2 ou 3 ans à venir, mais ce que je sais, ces derniers temps, depuis 2 ans, là, j'avais un certain espoir quant au fait que les militaires français prendraient leurs responsabilités par rapport au droit constitutionnel et assumeraient une opération correcte et juridiquement valide consistant à aller arrêter les principaux acteurs des bandes criminelles organisées qui utilisent les institutions de la République française aujourd'hui. Je m'aperçois au fil du temps que l'espoir que j'ai porté sur la capacité de l'armée française à assumer ses responsabilités est vraisemblablement un espoir vain. Par ailleurs, je n'ai pas non plus d'espoir quant au processus électoral classique. On voit bien les résultats depuis ces dernières années. Hein. Toi, par contre, tu l'as. Peut-être que c'est juste toi qui as raison. Peut-être pas. Je ne sais pas. Nous prendrons le pouvoir dans 2 ans. Ce que je sais, en tout cas, ce dont je suis certain, c'est que l'évolution du niveau de conscience de la population fait que de toute façon, nous allons enterrer la Ve République d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment. Mon espoir, c'est que ça se fasse dans une relative douceur et de préférence pas dans le sang. Parce qu'une des façons de faire un changement de régime, ça peut être l'insurrection, ça peut être un coup d'État militaire, ça peut être un accord de la classe politique, comme ça s'est fait en 58 avec De Gaulle. Voilà. Je ne sais pas quelle va être la solution qui va émerger réellement d'ici 2 ans ou 3 ans, mais ce que je sais, c'est que l'essentiel des gangsters, une bonne partie d'entre eux, finira sa vie ou passera du moins un certain temps aux îles Kerguelen. C'est un endroit très sympathique, les îles Kerguelen, c'est une base française. Il fait un peu froid, mais il y a quand même quelques baraquements pour les héberger et ça me paraît un très très bon lieu d'exil pour un certain nombre de nos gangsters préférés, que tout le monde connaît, je ne vais pas les lister. Je sais qu'il y a des groupes de résistants qui font les listes, hein, ils font des listes de députés, de sénateurs, de médecins, de journalistes, qui sont les gens qu'il va falloir à un moment confronter en les mettant face à des tribunaux populaires. Ma conviction, c'est que ça va finir par se faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quel est le magicien qui va créer ça, mais je sais que ça va se faire. Voilà. Pour conclure, la vie sera plus forte. Ah bah évidemment, toujours. La vie, la conscience et l'énergie de l'amour. Et l'amour, voilà. C'est l'énergie de l'amour, parce que la bascule à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est la bascule de la peur vers l'amour. Excellent. Merci messieurs. Voilà, merci à toi Stéphanie. C'est super. Merci.